les usines de capture directe du CO2. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Donc en Islande, là, on vient de sortir de terre, hein, cette grande usine, plein de métal, d'énergie qui va absorber l'air, hein, pour en faire du charbon, quoi, hein, grosso modo. Donc voilà. Alors ça, c'est vraiment l'exemple typique d'une excellente réponse à une très mauvaise question, hein, vraiment. Hein. C'est que le CO2, oui, il y a du CO2 dans l'atmosphère, mais c'est le symptôme. La quantité de CO2 dans l'atmosphère, ce n'est pas la cause. Donc on est en train d'enterrer le thermomètre, hein, là, hein, et comme ça, on va pouvoir autoriser l'industrie pétrolière de continuer à extraire, parce que maintenant, on peut extraire du CO2. La performance, le culte de la performance, donc vous voyez, qui contamine jusqu'au champ de la biologie, en fait, on peut apporter des arguments contre la performance. En fait, dans un culte de la performance, si on veut garder un esprit critique, eh ben, faut avoir des arguments pour critiquer cette performance. Et donc, en fait, je peux vous offrir quelques arguments contre cette performance, qui sont des arguments systémiques finalement. Enfin, quand on a une analyse de ce que produit la performance dans n'importe quel système, que ce soit un système social, physique, biologique. Alors, premier argument, optimiser fragilise. Optimiser fragilise. En fait, ça veut dire que quand on optimise quelque chose, on fragilise autre chose. Mon exemple favori, hein, c'est le canal de Suez, par exemple. Voilà, le canal de Suez, ça a optimisé, ça a augmenté les performances du transport maritime international, mais maintenant, ça fragilise la mondialisation quelque part, parce que l'Europe se rend compte que maintenant, elle s'est habituée à ce flux de bateaux et elle dépend de la Chine et de l'Inde pour des produits vitaux comme les médicaments. Ça, c'est de l'optimisation qui fragilise. Si vous voulez, pour prendre un exemple un petit peu absurde, là, on est en plein Roland-Garros. Là, vous voyez, si vous voulez mettre des balles de tennis dans un cylindre, hein, dans un tube, en général, on en met 3 ou 4 hein, dans un tube. Donc, si vous voulez en mettre plus, si vous voulez augmenter la performance, une façon de faire, c'est de couper les balles en deux et de les empiler les unes sur les autres, quoi. Donc là, vous allez mettre beaucoup plus de balles de tennis dans un tube. Donc en fait, on a tendance à faire ça. Hein. Ça paraît absurde si on voulait stocker des balles de tennis. Mais en fait, on fait vraiment ça. Pensez aux plantations. Les plantations de vergers ou pour faire du bois, c'est des alignements d'arbres, donc ils sont performants pour la mécanisation, pour la récolte. Mais alors quand il y a des pathogènes, c'est des autoroutes à propagation, ça. Donc on fait exactement comme si on mettait des balles de tennis qu'on coupait en deux pour les empiler. Bon, premier argument, optimiser fragile. Je ne veux pas être trop long. Optimiser fragile. Deuxième argument, c'est l'effet rebond. Alors l'effet rebond, en fait, ça veut dire que, je prends mon exemple des frigos que j'aime beaucoup utiliser. Quand vous avez des frigos dans les années 60, ils consommaient beaucoup d'énergie. Donc on a voulu faire des progrès de performance, donc on les a rendus moins énergivores. Du coup, ils consomment moins d'énergie, du coup ils sont plus attractifs, ils coûtent moins cher, et qu'est-ce qu'on fait? On les multiplie, on les fait grossir, on fait des frigos connectés, on fait des caves à vin, et au final, la population mondiale des frigos consomme plus d'énergie. Donc ça c'est très vicieux, hein, que l'effet rebond, parce qu'on a l'impression d'aller dans le bon sens, de faire de la sobriété, et en fait on fait de l'ébriété. C'est très paradoxal, mais c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, donc c'est vrai pour les frigos, c'est vrai pour les avions. Quand les avions, voilà, le kérosène, etc., donc la surmobilité, du coup, ça fait d'autres effets rebonds. Le surtourisme. Oui, en fait, les effets rebonds, ça ne s'arrête pas. Hein. Ça, c'est de la performance en roue libre. Donc ça, voilà, deuxième argument. Troisième argument, la loi de Goodhart. C'est ma loi préférée, on va dire. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Ça veut dire que tout indicateur de performance est toxique. Parce que quand on met un indicateur de performance, c'est très attractif et on ne va voir que cet indicateur. Et on va oublier tout le reste. L'exemple typique, c'est, là on va aussi avoir bientôt les JO à Paris, hein, les Jeux Olympiques. Le sport de compétition est soumis à la loi de Goodhart. Le dopage dans le sport de compétition, c'est bien pour atteindre la meilleure performance, quitte à s'intoxiquer. Alors que son corps, c'est son outil de travail, hein, quand on est un sportif de compétition. Hein. Okay, l'absurdité. Donc, alors, c'est dans le sport de compétition, la variante, hein, ça va être les jeux augmentés. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire-là. Donc, les jeux augmentés, c'est des jeux donc, du sport de compétition où on va autoriser le dopage.
Et il y a déjà des sportifs de compétition qui ont dit oui. Hein. Donc là, c'est le retour des jeux du cirque. Hein. On va aller voir des sportifs se tuer dans les stades. Hein. Donc ouais, la loi de Goodhart flamboyante, hein, j'ai envie de dire. Donc en fait, ça, c'est vraiment le monde de la loi de Goodhart. Alors c'est vrai pour le sport de compétition, c'est vrai pour les études. Hein. Le bachotage avant les examens, c'est exactement ça. Hein. On va performer, passer l'examen, mais on n'aura rien appris. Bon, enfin, je pense qu'on peut à peu près toutes et tous se reconnaître là-dedans. Voilà, bon, c'est quelque chose qu'on vit, quoi. Et après, il y a un autre exemple, c'est aussi les usines de capture directe du CO2. Là, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Donc en Islande, là, elle vient de sortir là, de terre, hein, cette grande usine, plein de métal, d'énergie qui va absorber l'air hein, pour en faire du charbon, quoi, hein, grosso modo. Donc voilà. Alors ça, c'est vraiment l'exemple typique d'une excellente réponse à une très mauvaise question, hein, vraiment. Hein. C'est que le CO2, oui, il y a du CO2 dans l'atmosphère, mais c'est le symptôme. La quantité de CO2 dans l'atmosphère, ce n'est pas la cause. Donc on est en train d'enterrer le thermomètre, hein, là, hein, et comme ça, on va pouvoir autoriser l'industrie pétrolière de continuer à extraire, parce que maintenant, on peut extraire du CO2, sachant que c'est des peanuts. Hein, ce qu'on extrait avec de la capture directe du CO2, c'est très très peu. Hein. Bon, enfin voilà, donc ça c'est la loi de Goodhart. Et puis bon, peut-être un petit dernier argument au passage, mais qui, finalement, enfin, je ne devrais pas dire le petit dernier, parce que c'est le plus important. Et à mon avis, c'est celui qui se lie le plus à la politique. C'est une équation à 3 mots. Performance. La performance est toujours relative. Quand on est performant, c'est qu'on est plus performant que quelqu'un d'autre. Donc en fait, la performance, c'est un appel à la compétition. Dans une compétition, qui gagne? Ce sont toujours les plus violents. Donc quand c'est une équation à trois mots, performance appelle la compétition appelle la violence. Et donc là, je vais basculer directement dans le monde politique, parce qu'en France, on a un certain Emmanuel M qui parlait d'efficacité depuis des années, et maintenant il parle de réarmement. Et ben voilà, maintenant c'est du domaine public. Performance appelle la violence. Et donc cette violence, elle s'exerce contre les plus défavorisés, et aussi contre les écosystèmes. Et donc c'est ça le produit de notre performance, c'est une dégradation sociale et une dégradation de notre habitat planétaire.